Bonjour les enfants. Allez, aujourd'hui je vous lis la suite de Sacrée Sorcière, épisode 14. Installez-vous bien, dans un endroit tranquille et toujours si possible avec le coloriage pour bien vous concentrer sur l'histoire. Monsieur Jenkins n'avait pas plutôt fait quelques pas en direction de la table que la grandissime sorcière poussa un cri perçant. Je la vis sauter en l'air. Puis elle fut debout sur sa chaise, hurlant. Puis, debout sur la table, agitant les bras. « Qu'arrive-t-il » demandai-je. « Attends, dit grand-mère, reste tranquille et regarde. » Soudain, toutes les autres sorcières, plus de 80, hurlèrent, bondirent sur les sièges, sur les tables, comme si on leur avait piqué les fesses avec un clou. Puis elles se calmèrent. Elles se raidirent, chacune devint rigide comme un cadavre. La salle était mortellement calme tout à coup. « Elles rétrécissent, grand-mère, criai-je, comme moi. Je sais, répliqua grand-mère. C'est la potion, m'exclamai-je. Regarde, du poil pousse sur leur figure. Mais pourquoi ça se passe si vite? Je vais t'expliquer, répondit grand-mère. Elles ont pris des doses énormes, comme toi. Le réveil est devenu fou. Toutes les personnes présentes dans la salle à manger s'étaient levées et se rapprochaient pour mieux voir. Elles commençaient à faire un cercle autour des deux grandes tables des sorcières. Grand-mère nous souleva, Bruno et moi, pour que nous ne rations pas cette scène irrésistible. Tout excitée, elle sautait sur sa chaise. En quelques secondes, toutes les sorcières avaient complètement disparu et de petites souris brunes grouillaient sur les deux tables. Dans la salle à manger, les faibles femmes hurlaient et les hommes forts blêmissaient. « C'est fou !» criait-il, « mais c'est incroyable! Filons d'ici au plus vite !» Les serveurs attaquaient les souris à coups de chaises, de bouteilles de vin et de tout ce qui leur tombait sous la main. Je vis le chef cuisinier, coiffé de sa grande toque, jaillir de la cuisine en brandissant une poêle à frire. Derrière lui, quelqu'un d'autre aiguisait un couteau. « Les souris, il faut s'en débarrasser !» criait tout le monde. Seuls les enfants s'amusaient vraiment. Ils semblaient savoir d'instinct que ce qui se déroulait sous leurs yeux était une bonne chose, et ils applaudissaient, riaient comme des fous. « Il est temps de s'en aller, dit grand-mère, nous avons fait notre travail. » Elle descendit de sa chaise, prit son sac et le mit à son bras. Dans sa main gauche, elle tenait Bruno, et dans sa main droite, moi. « Bruno, déclara-t-elle, c'est le moment de rentrer au sein de ta famille. »« Mais maman n'adore pas les souris, dit Bruno. »« J'ai remarqué, dit grand-mère. Eh bien, il faudra qu'elle s'y habitue. » Trouver monsieur et madame Jenkins ne fut pas difficile. La voix stridente de madame Jenkins résonnait dans toute la salle. « Herbert !» criait-elle. « Herbert, sors-moi d'ici! Il y a des souris partout, elles montent sur ma jupe !» Elle était complètement pendue à son cou. Grand-mère s'approcha d'eux et mit Bruno dans la main de sa mère. « Voici votre fils, dit-elle. Il faudra le mettre au régime. »« Salut papa, salut maman, lança Bruno. » Madame Jenkins se remit à crier de plus belle. Grand-mère, me tenant toujours dans sa main, tourna les talons et sortit de la salle. Elle traversa le hall de l'hôtel, franchit la sortie et se retrouva à l'air libre. La soirée était chaude et délicieuse. J'entendais les vagues se briser sur la plage. « Je voudrais un taxi, dit grand-mère au grand portier en uniforme vert. « Certainement, madame, répondit-il. Il mit 2 doigts dans sa bouche et siffla de façon stridente. Je l'observai avec envie. Pendant des semaines, j'avais essayé de siffler comme ça, mais sans résultat. Maintenant, je n'avais plus aucune chance d'y arriver en tant que souris. Le taxi arriva. Le chauffeur était un vieil homme qui portait une grosse moustache noire à la gauloise. « Où allez-vous, madame » demanda-t-il. Soudain, il m'aperçut, moi, petite souris blottie dans la main de grand-mère. « Peste » s'éclama-t-il, « mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« C'est mon petit-fils, répondit grand-mère. Conduisez-nous à la gare, s'il vous plaît. »« J'ai toujours aimé les souris, dit le vieux chauffeur de taxi. Quand j'étais petit, j'en avais des centaines. Les souris sont des animaux qui se reproduisent à toute vitesse, le saviez-vous, madame? Aussi, si c'est votre petit-fils, je parie que dans 2 semaines, vous aurez quelques arrière-petits-fils. »« Conduisez-nous à la gare, s'il vous plaît, répéta grand-mère. Oui, madame, tout de suite. Grand-mère s'assit sur la banquette arrière du taxi et me posa sur ses genoux. Nous allons chez nous, demandai-je. Oui, répondit-elle, nous allons en Norvège.
Hurrah, hurrah, m'écriai-je. Hip 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 hurrah. Je savais que tu serais content, dit-elle. Et les bagages, demandai-je. Oh, aucune importance, dit-elle. Le taxi roulait dans les rues de Bournemouth à cette heure-ci. Les trottoirs étaient bondés de touristes qui se promenaient sans but. Comment vas-tu, mon petit demanda grand-mère. Bien, répondis-je, merveilleusement bien. Du doigt, elle se mit à me caresser derrière le cou. Aujourd'hui, nous avons accompli de grands exploits, dit-elle. C'est fabuleux, lui dis-je, absolument fabuleux. Ce fut merveilleux de revenir enfin en Norvège, dans la vieille et belle maison de grand-mère. Mais maintenant que j'étais souriceau, tout semblait différent, et je mis un moment à m'y retrouver. J'évoluais dans un univers de tapis, de pieds de table et de chaises, et de petites fentes derrière des meubles géants. Je ne pouvais ni ouvrir une porte, ni prendre un objet sur la table. Au bout de quelques jours, grand-mère se mit à inventer des gadgets dans l'intention de me faciliter la vie. Elle demanda à un charpentier de construire des échelles miniatures, et elle en plaça une devant chaque table pour que je puisse grimper dessus quand je voudrais. Elle-même inventa un astucieux système pour ouvrir les portes, avec des fils de fer, des ressorts, des poulies, des cordes et des poids. Bientôt, toutes les portes furent équipées de ce système. Je n'avais qu'à appuyer la patte sur une minuscule plateforme en bois et illico presto, un ressort se détendait, un poids basculait et la porte s'ouvrait. Ensuite, elle inventa un système également fort ingénieux. Je pouvais allumer la lumière quand j'entrais dans une pièce la nuit. Je ne peux pas expliquer comment il fonctionnait parce que je ne comprends rien à l'électricité. Mais dans chaque pièce, il y avait un petit bouton sur le sol près de la porte. Quand je posais doucement la patte dessus, la lumière s'allumait. Si j'appuyais une seconde fois, la lumière s'éteignait. Grand-mère m'avait fabriqué une minuscule brosse à dents avec une allumette et quelques soies de sa brosse à cheveux. « Il ne faut pas que tu aies des caries, dit-elle. Je ne peux pas amener une souris chez le dentiste, il me croirait folle. »« C'est drôle, lui dis-je. Depuis que je suis souriceau, je déteste le goût des bonbons et des chocolats. Donc ça m'étonnerait que j'ai des caries. »« Continue quand même à te brosser les dents après chaque repas, dit grand-mère. Et je lui obéis. En guise de baignoire, elle m'offrit un sucrier en argent et je m'y trempais chaque soir avant d'aller au lit. Elle ne permettait à personne d'entrer dans la maison, pas même à une femme de chambre ou à une cuisinière. Nous nous débrouillions tout seuls et nous étions heureux de vivre ensemble. Un soir, j'étais sur les genoux de grand-mère en face de la cheminée lorsqu'elle me dit « Je me demande ce qui est arrivé à ce petit Bruno. » « Son père l'a peut-être donné au portier pour qu'il le noie dans son baquet, dis-je. Hélas, tu as peut-être raison, répliqua grand-mère. Pauvre enfant. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes. Grand-mère rejetait la fumée de son cigare noir et moi je somnolais douillettement bien au chaud. Puis-je te poser une question, grand-mère demandai-je. Ce que tu veux, mon petit. Combien de temps vit une souris? Ah, dit-elle, j'attendais cette question. Il y eut un silence. Elle s'assit tout en continuant à fumer, les yeux fixés sur le feu qui flambait dans la cheminée. Alors, répétai-je, combien de temps vivons-nous, nous autres souris? J'ai lu des livres sur les souris, répondit grand-mère. Je voulais tout savoir à leur sujet. Alors raconte-moi. Si tu veux vraiment savoir, dit-elle, une souris ne vit, hélas, pas très longtemps. Combien de temps? Demandai-je. Eh bien, une souris ordinaire vit environ 3 ans, mais ce n'est pas ton cas. Toi, tu es un souriceau enfant, ce qui est fort différent. Combien de temps vit un souriceau enfant, tu crois, grand-mère? Plus longtemps, je suis sûre, dit-elle, beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, un souriceau enfant devrait vivre 3 fois plus longtemps qu'un souriceau ordinaire, je pense, c'est-à-dire peut-être 9 ans. Formidable, m'écriai-je, mais c'est formidable. Voilà la meilleure nouvelle de la journée, grand-mère. Pourquoi donc? Demanda-t-elle étonnée. Parce que je ne veux pas vivre plus longtemps que toi. Je ne supporterai pas que quelqu'un d'autre s'occupe de moi. Il y eut un petit silence. Puis elle me gratta derrière les oreilles du bout des doigts. C'était délicieux. Quel âge as-tu, grand-mère? J'ai 86 ans, dit-elle. Tu vivras 8 ou 9 ans de plus, dis. C'est possible, dit-elle, avec un peu de chance. Il le faut, insistai-je. Avec 8 ou 9 ans, je serai un très gros vieux souriceau et tu seras une très vieille grand-mère. Alors nous pourrons mourir ensemble. Ce sera parfait, dit-elle. Après quoi, je dormis un peu. Je fermai les yeux sans penser et je me sentais réconciliée avec le monde entier.
Veux-tu que je te dise quelque chose de très intéressant sur toi demanda grand-mère. Oui, grand-mère, s'il te plaît, lui dis-je sans ouvrir les yeux. Au début, je n'y croyais pas, mais c'est vrai. De quoi s'agit-il demandai-je. Le cœur d'une souris, dit-elle, c'est-à-dire ton cœur, bat 500 fois par minute. N'est-ce pas stupéfiant? Pas possible, lui dis-je en ouvrant les yeux. C'est aussi vrai que je suis assise dans ce fauteuil, c'est un miracle. Ça fait presque 9 battements par seconde, m'écriai-je. Très juste, ton cœur bat si vite qu'on ne peut même pas distinguer les battements. On n'entend qu'un doux murmure. Elle portait son éternelle robe noire et la dentelle me chatouillait le nez. Je posai la tête sur mes pattes avant. As-tu entendu battre mon cœur, grand-mère? Souvent, répondit-elle, lorsque tu es couché près de moi au lit sur ton coussin. Nous restâmes un long moment silencieux en rêvant devant le feu qui flambait dans la cheminée. Mon petit, dit enfin grand-mère, tu es sûr que ça ne t'ennuie pas d'être une souris pour le restant de ta vie? Oh non, ça m'est absolument égal, lui dis-je, du moment que quelqu'un m'aime, peu m'importe qui je suis, ni à quoi je ressemble. Le soir, grand-mère dîna d'une omelette et d'une tranche de pain. Je grignotai un bout de fromage de chèvre, nous mangions auprès du feu. Grand-mère dans son fauteuil et moi sur la table, avec mon fromage dans une petite assiette. Grand-mère, lui dis-je, maintenant que nous nous sommes débarrassés de la grandissime sorcière, est-ce que toutes les sorcières du monde vont disparaître peu à peu? Bien sûr que non, répondit-elle. Mais il le faut, elle doit disparaître. Hélas non, répondit-elle. Mais si la grandissime sorcière n'est plus là, comment vont-elles obtenir tout l'argent qu'elles veulent? Et qui va leur donner des ordres, les exciter pendant le congrès annuel et leur inventer des potions magiques? Quand la reine des abeilles meurt, tu sais, une remplaçante prend toujours sa place dans la ruche. C'est la même chose chez les sorcières. Dans le quartier secret de la grandissime, une autre grandissime attend pour la remplacer en cas de besoin, j'en suis sûre. Oh non, oh non! Alors nous avons travaillé pour rien? Je suis devenue un souriceau pour rien? Nous avons sauvé les enfants d'Angleterre, dit-elle, et ce n'est pas rien, ça. Je sais, mais ce n'est pas suffisant. J'étais sûre que toutes les sorcières du monde disparaîtraient après la disparition de leur chef. Et tu m'apprends que la situation va continuer comme avant. Pas exactement, dit grand-mère. Par exemple, il n'y a plus aucune sorcière en Angleterre. C'est quand même une victoire, ça. Et dans les autres pays, lui demandai-je. En Amérique, en France, en Hollande, en Allemagne et en Norvège. Ne crois pas que ces derniers jours je sois restée les bras croisés, dit-elle. J'ai beaucoup pensé à ce problème. Je levai les yeux vers son visage. Et pourquoi souris-tu, grand-mère? Demandai-je. J'ai des nouvelles intéressantes à t'apprendre, répondit-elle. Quelles nouvelles? Je peux commencer par le commencement? Oh oui, s'il te plaît, j'adore les bonnes nouvelles. Eh bien, dès notre retour en Norvège, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé l'Angleterre. Mais qui as-tu appelé? Le commissaire de police de Bournemouth, mon petit. Je lui ai raconté que j'étais le ministre de l'Intérieur norvégien et que je m'intéressais aux étranges événements qui s'étaient récemment produits à l'hôtel Magnificente. Attends, grand-mère, jamais un policier anglais ne croira que tu es ministre de l'Intérieur. Tu sais, j'imite très bien la voix d'un homme, dit-elle. Bien sûr, il m'a cru. Le commissaire de police de Bournemouth était très honoré de recevoir un coup de téléphone du ministre de l'Intérieur du Royaume de Norvège. Et que lui as-tu demandé alors? Je lui ai demandé le nom et l'adresse de la dame qui habitait la chambre 454 à l'hôtel Magnificente, celle qui a disparu. C'est-à-dire la grandissime sorcière? Oui, mon petit. Et il te les a donnés? Évidemment, entre policiers on s'entraide. Diable, tu es drôlement culottée, grand-mère. Je voulais son adresse. Et la connaissait-il? Tiens, on avait retrouvé son passeport dans sa chambre et son adresse y était marquée. Elle figurait aussi dans le registre de l'hôtel. Tous les gens qui vont à l'hôtel doivent y inscrire leur nom et leur adresse. Mais la grandissime sorcière n'a certainement pas inscrit son vrai nom et sa vraie adresse, lui dis-je. Et pourquoi pas, fit grand-mère. Personne n'avait la moindre idée de ce qu'elle était, sauf les autres sorcières. Quand elle voyageait, les gens la prenaient pour une femme charmante. Toi, mon petit, toi seul, tu as vu son véritable visage sans masque. Même dans le village qu'elle habite, les gens croient que c'est une baronne très riche et très gentille, qui donne beaucoup d'argent aux œuvres de charité. J'ai vérifié ces informations, tu sais. Et l'adresse que tu as, grand-mère,
C'est celle du quartier secret de la grandissime sorcière ? Exact, répondit-elle. Et ce sera là où la nouvelle grandissime vivra avec sa cour d'assistantes sorcières. Les chefs importants sont toujours très entourés, tu sais. Et où est son quartier secret ? Demandai-je. Dis-moi vite. Dans un château, répondit grand-mère. Et le plus fascinant, c'est que dans ce château, il y a tous les noms et toutes les adresses de toutes les sorcières du monde. Comment une grandissime sorcière pourrait-elle travailler sans cela ? Comment pourrait-elle donner des ordres aux sorcières de tous les pays pour leur congrès annuel, par exemple ? Mais où se trouve ce château, grand-mère ? Dans quel pays ? Devine, dit-elle. En Norvège, m'exclamai-je. Gagné, répondit-elle, dans un tout petit village perché sur la montagne. Quelle palpitante nouvelle ! Le travail nous attend, s'écria-t-elle. Nous avons une grande tâche à accomplir. Dieu merci, tu es une souris. Une souris peut se faufiler partout. Je n'aurai qu'à te poser près du château de la grandissime et tu entreras très facilement à l'intérieur. Et là, tu rôderas en ouvrant grand les yeux et les oreilles. Oh oui, personne ne me verra. Se promener dans un château doit être bien plus facile que de se déplacer dans une cuisine bourrée de cuisiniers et de serveurs. Tu pourras y passer des journées entières même si c'est nécessaire, dit grand-mère. Elle était si excitée qu'elle agitait sa canne, et soudain elle fit tomber un très beau vase qui vint s'écraser sur le sol. Aucune importance, dit-elle, ce n'est qu'un vase Ming. Tu peux passer des semaines dans ce château si tu veux, et personne n'en saura rien. Moi, je louerai une chambre dans le village, et chaque nuit, tu te faufileras hors du château pour dîner avec moi et me raconter les dernières nouvelles des sorcières. Exactement, m'écriai-je, et à l'intérieur du château, je furetterai partout. Mais ta tâche principale, c'est évidemment de détruire toutes les sorcières du lieu, ce qui signifie la fin de leur organisation. Moi ? Les détruire ? Répétai-je, mais comment ? Tu ne devines pas, dit-elle. Mais explique-moi, grand-mère. Formule 86, potion souris à retardement, hurla grand-mère. Tu en distribueras à tout le monde. Il n'y a qu'à verser des gouttes dans leur nourriture. Tu te rappelles la recette, n'est-ce pas ? Ah oui, dans les moindres détails, répondis-je. Mais nous allons fabriquer nous-mêmes la potion ? Et pourquoi pas, dit grand-mère. Si elles y arrivent, pourquoi pas nous ? Il faut juste connaître la formule. Mais qui grimpera en haut des arbres pour cueillir des œufs de grognacier ? Demandai-je. Moi, s'écria-t-elle. Moi, la vieille bête est encore pleine de vie. Je crois qu'il vaut mieux que ce soit moi, grand-mère. Tu peux tomber. Oh, mais non, rien ne m'arrêtera, dit grand-mère. Et ensuite, que se passera-t-il lorsque la grandissime sorcière et ses assistantes auront été changées en souris ? Eh bien, le château sera absolument vide et je viendrai t'y rejoindre. Attends, grand-mère. Je pense à quelque chose de très très horrible. Vraiment horrible ? Demanda-t-elle. Quand la potion m'a changée en souris, je ne suis pas devenue un souriceau ordinaire qu'on attrape avec une souricière. Je suis devenue un souriceau enfant qui pense, parle et qui ne tombera jamais dans un piège. Grand-mère avait deviné la suite. D'ailleurs, si nous utilisons la potion pour transformer en souris la nouvelle grandissime sorcière et ses sorcières réunies, tout le château grouillera de souris sorcières très méchantes et très dangereuses, qui penseront et parleront. Des souris sorcières, ça doit être vraiment horrible. Mais diable, tu as raison, dit grand-mère. Pas question de vivre dans un château rempli de souris sorcières, lui dis-je. Évidemment, il faudra se débarrasser d'elles. Il faudra les écraser, les pulvériser, les couper en petits morceaux, exactement comme ça s'est passé à l'hôtel Magnificente. Oh non, je ne pourrai jamais faire ça, répondis-je. Et toi non plus, grand-mère. D'ailleurs, les souricières ne nous serviraient à rien. La grandissime sorcière s'est trompée à propos des souricières, tu sais. Oui, mais la grandissime ne m'intéresse plus. Elle a été coupée en tranches il y a bien longtemps par le chef cuisinier. Nous devons nous occuper de la nouvelle, de celle qui habite le château avec ses sorcières réunies. Une grandissime sorcière est fort méchante quand elle est déguisée en femme. Alors imagine ce qu'elle pourrait faire changer en souris. Elle se faufilerait partout. J'ai une idée, hurlai-je en bondissant. J'ai trouvé la solution. Qu'est-ce que c'est ? Cria grand-mère. Ce sont les chats. Faisons venir des chats. Mais c'est absolument génial. Mais oui, on met une demi-douzaine de chats dans le château et ils tueront toutes les sorcières en 5 minutes, même les plus malines. Oh, tu es un magicien, s'exclama grand-mère.
Autre chose, ajoutai-je, tu dois être absolument sûre que je ne suis pas dans le château quand tu mettras les chats par contre. Mais oui, promis, dit-elle. Et que ferons-nous après que les chats auront tué les souris? Je les ramènerai au village, le château nous appartiendra à tous les deux. Et alors? Alors, dit grand-mère, nous nous dirigerons vers les archives et nous trouverons les noms et les adresses de toutes les sorcières du monde. Et après, demandai-je. Après cela, mon petit, notre grande tâche commencera. Nous ferons nos valises et nous parcourrons le monde. Dans chaque pays, nous chercherons les maisons où vivent les sorcières. Nous les dénicherons une à une, puis nous nous faufilerons chez elles et nous verserons les petites gouttes de la potion souris sur le pain, dans les cornflakes, sur les gâteaux de riz, sur toute la nourriture qui traîne. Quel triomphe, mon petit, quel triomphe gigantesque! Nous ferons tout cela nous-mêmes, rien que toi et moi. Ce sera l'œuvre de notre vie. Grand-mère me prit dans le creux de sa main et m'embrassa sur le museau. Oh mon Dieu, nous allons être bien occupés pendant des semaines, des mois et même des années, s'exclama-t-elle. En effet, lui dis-je, mais nous allons bien nous amuser. Ça, tu peux le dire, s'écria grand-mère en m'embrassant encore. Allez, le travail nous attend. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'histoire de Sacrée Sorcière de Roald Dahl. J'espère qu'elle vous a autant plu que Mathilda et que Charlie et la chocolaterie. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui et la prochaine fois, je vous offrirai une nouvelle histoire.